La théorie du canot de sauvetage. Il existe une règle non écrite à Wall Street. Quand la musique s'arrête, assure-toi d'être déjà près de la sortie. Le grand public imagine que les crises frappent tout le monde en même temps. C'est faux. Une crise n'est pas un événement soudain, c'est un processus. Et dans ce processus, il y a un décalage crucial entre le moment où les élites savent et le moment où vous le savez. Souvenez-vous de février 2020. Pendant que les médias assuraient que le virus était maîtrisé, plusieurs sénateurs américains vendaient discrètement pour des millions de dollars d'actions après un briefing confidentiel. Ils ont vendu au sommet juste avant que le marché ne s'effondre de 30%. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'information asymétrique. Aujourd'hui, en 2025, nous observons des mouvements de capitaux étranges et massifs. Les PDG vendent leurs actions à un rythme record. Les milliardaires achètent peu des terres agricoles au milieu de nulle part. Des œuvres d'art s'échangent pour des sommes délirantes dans les ports francs de Genève et Singapour. L'argent intelligent, le smart money, est en train de bouger. Ils quittent le système financier traditionnel, visible et régulé, pour se réfugier dans des forteresses tactiques, tangibles et opaques. Ils ne déplacent pas leur argent par paranoïa. Ils le déplacent parce qu'ils voient les fissures dans le barrage, avant même que l'eau ne commence à s'écouler. Dans ce documentaire, nous allons pister cet argent. Nous allons vous montrer les 6 refuges secrets où les ultra-riches cachent leur fortune avant la tempête. Nous allons décoder leurs signaux. Car comprendre où va leur argent, c'est comprendre d'où viendra la prochaine crise. Chapitre 1. Le signal de départ. La vente massive des initiés. Le premier signe que l'élite prépare sa sortie, c'est la liquidation. Il faut comprendre la psychologie d'un milliardaire comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou les héritiers de Walmart. La majorité de leur fortune n'est pas en cash, mais en actions de leur propre entreprise. C'est leur bébé. Normalement, ils gardent ces actions. C'est le signe qu'ils croient en l'avenir. Mais quand vous voyez ces initiés commencer à vendre massivement, jour après jour, semaine après semaine, ce n'est pas pour payer leurs factures d'électricité, c'est une stratégie de sortie. En 2024 et 2025, le ratio des ventes d'initiés par rapport à leurs achats a atteint des sommets historiques. Pourquoi vendent-ils maintenant alors que la bourse est au plus haut ? Précisément parce qu'elle est au plus haut. C'est la stratégie de la distribution. Pour vendre 10 milliards de dollars d'actions sans faire s'effondrer le cours, vous avez besoin d'une foule d'acheteurs enthousiastes en face. Vous avez besoin de l'euphorie du petit portefeuille. Les élites utilisent l'optimisme des médias et des petits investisseurs comme liquidité de sortie, de la liquidité de fuite. Ils vous vendent leurs actions au prix fort, juste avant que le cycle ne se retourne. Ils convertissent du papier risqué, des actions, en cash liquide. Mais ils ne gardent pas ce cash à la banque. Ils le déplacent vers l'étape suivante. Chapitre 2. Le refuge terrestre. Pourquoi Bill Gates veut votre ferme ? Où va l'argent une fois sorti de la bourse ? Il va là où l'inflation ne peut pas le détruire. Un phénomène intrigue beaucoup d'observateurs. Pourquoi les géants de la tech, qui ont fait fortune dans le virtuel, achètent-ils massivement du réel ? Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. 270 000 acres. Jeff Bezos en possède 4200, principalement au Texas. John Malone, magnate des médias, en détient 2,2 millions. Ce n'est pas une passion soudaine pour l'agriculture, c'est un calcul de survie financière. La terre agricole possède 3 caractéristiques que les actions et les obligations n'ont pas. Elle est finie. On ne peut pas en imprimer davantage. Mark Twain disait « Achetez de la terre, on n'en fabrique plus ». Elle est productive. Quelle que soit la crise, guerre, pandémie, effondrement monétaire, les gens doivent manger. La terre produit un rendement réel. De la nourriture. Elle est décorrélée. Si la bourse perd 50%, la valeur d'un champ de blé ne change pas forcément. Pour les élites, la terre est le refuge ultime. C'est un actif qui traverse les siècles. En achetant des terres, ils parient contre la monnaie fiduciaire. Ils savent que si le dollar s'effondre, la terre gardera sa valeur. C'est une féodalisation moderne. Les nouveaux seigneurs achètent le sol. Et le reste de la population devra payer pour manger ce qui y pousse. Chapitre 3. Les ports francs. L'art comme monnaie de réserve secrète. Si vous pensez que le marché de l'art est une affaire de passionnés qui admirent la beauté de la peinture à l'huile, vous avez un siècle de retard. Pour l'élite financière, l'art de haut niveau, le segment blue chip, Picasso, Basquiat, Rothko, est devenu bien plus qu'une décoration. C'est une monnaie alternative non régulée. Contrairement aux actions ou à l'immobilier, une œuvre d'art n'est pas enregistrée dans un cadastre public. Elle est transportable, anonyme, et possède surtout une infrastructure mondiale conçue pour la discrétion. Les ports francs, Freeport. Imaginez des forteresses de béton armé, bardées de caméras et de scanners biométriques, situées stratégiquement près des aéroports internationaux. Le plus célèbre est celui de Genève.
Il contiendrait, selon les estimations, plus de 1,2 million d'œuvres. La valeur stockée dans ces entrepôts dépasse les 100 milliards de dollars. C'est le plus grand musée du monde, mais personne ne peut le visiter. Pourquoi stocker des chefs-d'œuvre dans des caisses en bois au lieu de les accrocher au mur? Pour une raison fiscale précise, le statut en transit. Tant qu'une œuvre reste dans un port franc, elle est considérée juridiquement comme n'étant dans aucun pays. Elle n'a pas encore passé la douane. Cela signifie qu'il n'y a aucune taxe à l'importation, souvent 5 à 10%, et aucune TVA à payer. En temps de crise, ces ports francs deviennent des chambres de compensation secrètes. Un oligarque sous sanction peut vendre un Rothko à 50 millions de dollars à un prince saoudien ou à un fonds spéculatif chinois. L'argent change de main via des sociétés écrans dans les îles Caïmans. Le titre de propriété, un simple papier, est transféré. Mais le tableau, lui, ne bouge pas d'1 millimètre. Il reste dans la même caisse, dans le même couloir du port franc de Genève. La transaction est invisible pour les régulateurs bancaires traditionnels. C'est un système de paiement parallèle, hors SWIFT, hors dollar, hors contrôle. C'est pourquoi, avant chaque crise majeure, on observe des records de vente aux enchères. Ce n'est pas de l'amour de l'art, c'est de la fuite de capitaux vers un actif tangible stocké en zone neutre. Chapitre 4. La trésorerie fantôme. Pourquoi l'argent fuit les banques commerciales? Voici une question technique que peu de gens se posent, mais qui est vitale pour comprendre la stabilité financière. Si Jeff Bezos vend pour $1 milliard d'actions, Amazon, où place-t-il cet argent le soir même? Certainement pas sur un compte chèque chez Bank of America ou BNP Paribas. Pourquoi? Parce que le système bancaire commercial est intrinsèquement fragile. Les dépôts ne sont garantis par l'État que jusqu'à $250 000 aux États-Unis, 100 000 € en Europe. Si la banque fait faillite, comme Silicon Valley Bank en mars 2023, ou le Crédit Suisse, tout montant au-dessus de cette limite est en danger. Il peut être transformé en action de la banque en faillite, bail-in ou simplement perdu. Pour un milliardaire ou une trésorerie d'entreprise comme Apple, laisser 1 milliard en banque est un risque inacceptable. Alors, où va l'argent des élites? Ils quittent le système bancaire pour entrer dans le shadow banking, la finance de l'ombre, via 2 mécanismes précis, les bons du trésor à court terme, T-bills. Au lieu de prêter leur argent à une banque qui peut faire faillite, ils prêtent directement au gouvernement américain pour une durée très courte, 1 mois, 3 mois. C'est considéré comme l'actif sans risque ultime. Aujourd'hui, les fonds monétaires, Money Market Funds, gèrent plus de 6 000 milliards de dollars. Un record historique. C'est le signe que l'argent intelligent a quitté les bilans des banques pour se réfugier dans la dette souveraine à court terme. Ils préfèrent un rendement faible, mais sûr au risque bancaire. Les reverse-repos. C'est le mécanisme le plus sophistiqué. Les grandes institutions financières utilisent ce guichet pour prêter leur cash directement à la Réserve fédérale chaque nuit, en échange de titres en garantie. En clair, elles contournent les banques commerciales pour déposer leur argent directement à la banque centrale. Quand le volume des reverse-repos explose, cela signifie que les élites n'ont plus confiance dans le marché interbancaire privé. Elles cherchent la sécurité de la planche à billets elles-mêmes. Ce mouvement massif de capitaux est un signal d'alarme silencieux. Il assèche les liquidités des banques qui ont moins de dépôts pour faire des crédits et fragilise l'économie réelle tout en sécurisant le cash des ultra-riches. Ils se mettent en position de sniper, assis sur une montagne de cash sûr, prêts à racheter les actifs bradés quand la crise de liquidité forcera les acteurs endettés à vendre. Chapitre 5. L'arbitrage géographique. La Nouvelle-Zélande et les visas dorés. L'argent est mobile, mais en cas de crise grave, guerre, pandémie, effondrement social, les corps doivent l'être aussi. Depuis 2020, nous assistons à une migration stratégique des élites. Ce n'est pas du tourisme, c'est de l'assurance vie géographique. Ils achètent des plans B, juridiques et physiques. Le plan Bunker. La Nouvelle-Zélande. Pourquoi Peter Thiel, fondateur de PayPal et Palantir, Larry Page, Google et James Cameron ont-ils tous acheté des propriétés immenses en Nouvelle-Zélande? Ce n'est pas seulement pour les paysages du Seigneur des Anneaux. C'est parce que la Nouvelle-Zélande est, elle, un des rares pays développés autosuffisants en eau et en énergie hydroélectrique, capable de nourrir sa population plusieurs fois. Géographiquement isolé des zones de conflit probables de l'hémisphère nord, politiquement stable, c'est le refuge ultime en cas d'effondrement systémique occidental. Des bunkers de luxe y sont construits, équipés pour tenir des mois en autonomie totale. Le plan Liberté, Dubaï et Singapour. Pour ceux qui craignent moins l'apocalypse nucléaire que la confiscation fiscale ou les sanctions, les capitaux affluent vers les Singapour du Moyen-Orient et d'Asie. Dubaï est devenu le nouveau coffre-fort du monde. L'immobilier y a explosé, inondé par l'argent russe fuyant les sanctions, l'argent chinois fuyant le contrôle des capitaux et l'argent européen fuyant la fiscalité.
Ces juridictions offrent une neutralité que la Suisse a perdue sous la pression américaine. Elles ne posent pas de questions sur l'origine des fonds tant qu'ils sont investis localement. Singapour, de son côté, est devenue la forteresse des family office asiatiques. L'élite accumule ce qu'on appelle des golden visas dorés. En échange d'un investissement immobilier ou financier, des pays comme les Émirats, Malte ou la Thaïlande offrent une résidence permanente ou un passeport. C'est une option de sortie, une option sur la citoyenneté. Si leur pays d'origine ferme ses frontières ou gèle leurs comptes, ils ont un deuxième passeport légal pour sortir et accéder à leurs fonds offshore. Chapitre 6. Le véhicule invisible. L'ascension des family office. La question centrale de cette enquête demeure: comment est-il possible de déplacer des milliards de dollars sans déclencher immédiatement des alertes rouges sur les marchés boursiers publics? Si Jeff Bezos ou Elon Musk vendaient leurs actions via un compte de courtage standard comme E-Trade ou Robinhood, l'information serait publique en quelques secondes, provoquant un crack instantané de leurs propres titres. Pour contourner cette transparence forcée, les ultra-riches utilisent une structure juridique qui est devenue l'angle mort le plus dangereux de la finance mondiale, le Family Office. Un Family Office n'est pas une banque ni un fonds d'investissement traditionnel, c'est une société de gestion de patrimoine privé, dédiée exclusivement à la fortune d'une seule famille, Single Family Office, ou de quelques clans alliés, Multi-Family Office. C'est une forteresse financière personnelle qui opère en dehors des radars habituels. Ce qui rend ces structures si puissantes, c'est leur opacité légale unique. Contrairement aux hedge funds, aux banques ou aux fonds mutuels, qui doivent publier des rapports trimestriels détaillés et subir des audits rigoureux, les family offices bénéficient d'un vide juridique, particulièrement aux États-Unis. Grâce à une exemption spécifique de la SEC, le gendarme de la bourse, ils n'ont souvent pas l'obligation de divulguer leur position au public, même lorsqu'ils gèrent des dizaines de milliards de dollars. Ils peuvent prendre des paris à effet de levier massif, accumuler des positions dominantes dans des secteurs stratégiques ou vendre à découvert, sans que personne ne le sache jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ainsi qu'Archegos Capital, un simple family office, a pu faire exploser 20 milliards de dollars en quelques jours en 2021, prenant tout le monde par surprise. On estime aujourd'hui que les family offices gèrent plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus que l'industrie entière des hedge funds, qui fait pourtant la une des journaux. C'est une véritable matière noire financière, une masse invisible qui exerce une gravité immense sur les marchés sans être détectée par les télescopes des régulateurs. C'est via ces structures opaques que les élites exécutent les stratégies de repli que nous avons décrites. L'achat discret de milliers d'hectares de terres agricoles via des sociétés écrans, le LLC, l'accumulation d'or physique stocké hors du système bancaire dans des coffres privés, ou l'investissement direct dans le private equity et le venture capital des marchés privés, non cotés, où la liquidité est verrouillée pour des années. Pour opérer ces transactions sans laisser de traces sur le prix des actifs, ces entités utilisent aussi massivement les dark pools, bassins de liquidités sombres. Ce sont des bourses privées gérées en interne par des grandes banques comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley, où les investisseurs institutionnels peuvent échanger des blocs d'actions gigantesques sans que le prix et le volume ne soient affichés publiquement en temps réel. Contrairement au New York Stock Exchange, où chaque ordre est visible, le dark pool permet l'anonymat total jusqu'à la finalisation de la transaction. Cela permet aux baleines de vendre des positions massives sans créer de slippage, la baisse du prix causée par la vente elle-même, et sans déclencher la panique parmi les petits porteurs. L'utilisation de ces canaux obscurs explique souvent les divergences étranges que l'on observe sur les marchés avant une crise. Quand vous voyez le marché boursier monter doucement avec des volumes d'échanges étonnamment faibles, alors que l'économie réelle montre des signes évidents de récession, c'est souvent le signe que le smart money est à l'œuvre en coulisses. Ils utilisent cette liquidité de surface pour distribuer méthodiquement leurs titres aux algorithmes de trading et aux petits porteurs via ces canaux invisibles. C'est une opération de transfert silencieuse. Les actifs risqués passent des mains fortes, les family offices informés, vers les mains faibles, le public et les fonds de pension. Le tout sous le couvert d'une stabilité de marché artificielle, maintenue juste assez longtemps pour vider les inventaires. Finalement, le family office est l'outil ultime de la sécession des élites. Il leur permet de se détacher du sort commun, d'investir dans des juridictions qui échappent aux lois de leur propre pays, et de préparer leur survie financière en toute discrétion. Alors que l'investisseur moyen est contraint de subir la volatilité des marchés publics et l'inflation des devises nationales, le Family Office permet de construire une arche de Noé financière sur mesure, capable de naviguer entre les juridictions, les classes d'actifs et les monnaies. C'est la privatisation totale de la gestion de crise, inaccessible au commun des mortels.
Et c'est le véhicule principal par lequel l'inégalité de richesse se transforme en inégalité de destin face à l'effondrement. Chapitre 7. Le piège pour les autres. La liquidité de sortie, c'est la partie la plus cynique, la plus cruelle, mais aussi la plus nécessaire du système financier moderne. Pour que les élites puissent vendre au sommet, pour qu'elles puissent transformer leurs milliards de dollars d'actions papier surévaluées en cash réel et tangible, il faut mathématiquement qu'il y ait quelqu'un en face pour acheter. Il est impossible de vendre si personne n'achète. La question fondamentale est donc, qui achète quand les initiés, ceux qui ont l'information privilégiée, décident de vendre? La réponse est toujours la même, c'est la dumb money, l'argent bête. C'est le terme méprisant utilisé par Wall Street pour désigner le grand public. C'est vous. Ce sont vos fonds de pension qui gèrent votre retraite. Ce sont les petits porteurs qui tradent sur des applications gamifiées comme Robinhood ou eToro. Ce sont les épargnants qui suivent les conseils de leurs banquiers de quartier. C'est la masse immense du public qui réagit toujours avec un temps de retard aux nouvelles économiques, qui achète quand ça monte par euphorie et qui vend quand ça baisse par panique. Cette masse de capital est essentielle au fonctionnement du cycle. Elle sert de contrepartie, de réservoir de liquidité qui permet aux gros acteurs de sortir de leur position sans faire s'effondrer le marché sur eux-mêmes avant d'avoir fini de vendre. Le rôle des médias financiers, qui appartiennent souvent au même conglomérat qui orchestre ces ventes, est absolument crucial dans cette mécanique de piège. Observez attentivement le narratif médiatique juste avant chaque grande crise historique. Qu'il s'agisse de la bulle Internet de 2000, de la crise des subprimes de 2007 ou du sommet de 2021, le discours est invariablement le même, répété en boucle. L'économie est solide. C'est une nouvelle ère de prospérité. Les fondamentaux justifient les prix. On invente de nouveaux termes pour expliquer pourquoi les ratios boursiers délirants sont normaux. On ridiculise les sceptiques qui parlent de bulle. On encourage activement le grand public à entrer sur le marché au pire moment possible. On lui dit de buy the dip, acheter la baisse, de ne pas manquer le train. On utilise la peur de manquer une opportunité, FOMO, pour aspirer l'épargne des ménages vers des actifs toxiques, des actions technologiques surévaluées, des crypto-monnaies au sommet de leur hype, ou de l'immobilier locatif acheté à crédit. Cette propagande financière a un but précis, créer la liquidité de sortie. Sans cet afflux constant d'argent frais et naïf, le marché s'assécherait et les initiés resteraient coincés avec leurs titres invendables. Cette affluence de capitaux frais permet aux baleines et aux initiés de décharger leur position petit à petit, bloc par bloc, sans faire effondrer les prix immédiatement. C'est un transfert de richesse massif et silencieux. Peut-être le plus grand vol légal de l'histoire. Les élites échangent des actifs surévalués, du papier qui va bientôt perdre 50% ou 80% de sa valeur, contre le cash réel, durement gagné, de la classe moyenne. Ils troquent le risque contre la sécurité, en laissant le public porter le sac. C'est une opération de délestage avant la tempête. Quand le marché finit inévitablement par se retourner, quand la gravité reprend ses droits, il est trop tard. Les élites sont déjà parties. Elles sont en sécurité dans leurs terres agricoles, leur or physique et leurs obligations d'État à court terme. Le public, lui, se retrouve avec les pertes. Il devient les bag holders, ceux qui tiennent le sac vide. Ils voient leur retraite fondre, leur épargne disparaître, et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Les signaux actuels, les ventes records d'initiés de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et autres PDG, indiquent clairement que cette phase de distribution, ce piège à liquidité, est activement en cours sous nos yeux. Conclusion. Suivez leurs actes, pas leurs paroles. Les élites financières ne sont pas des devins. Elles ne possèdent pas de boule de cristal qui leur donne la date exacte du crack. Mais elles ont quelque chose de mieux. Une assurance tout risque et une information privilégiée. Elles ont construit une arche de Noé financière, planche par planche, pendant que l'orchestre continuait de jouer sur le pont du Titanic. Récapitulons leur stratégie. Elles ont vendu les actions cycliques et technologiques surévaluées aux petits porteurs. Elles ont acheté des actifs réels et productifs, terres agricoles, or, immobilier de premier choix. Elles ont stocké de la valeur transportable et anonyme dans les ports francs d'œuvres d'art. Elles ont déplacé leur trésorerie hors des banques, zones fragiles, vers la dette d'État à court terme, T-bills. Elles ont préparé des refuges géographiques, des passeports, des résidences. Pendant qu'elles verrouillent leur position, elles continuent d'aller à Davos ou sur CNBC pour vous dire que le système est résilient et qu'il faut rester investi pour le long terme. C'est un piège, ne les écoutez pas, regardez ce qu'elles font. Les données sont là. Les déclarations obligatoires, c'est la SEC, forme 4, sont publiques. Les cadastres agricoles sont publics. Les flux vers les fonds monétaires sont publics. L'argent intelligent a déjà bougé. La porte de sortie est encore ouverte, mais elle commence à grincer. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard de dollars pour appliquer la logique de leur stratégie. Vous pouvez acheter un peu d'or physique.
Vous pouvez sécuriser votre cash hors des banques systémiques fragiles. Vous pouvez éviter de vous endetter pour acheter des actifs. Vous pouvez éviter d'être la liquidité de sortie de quelqu'un d'autre. Une crise est un transfert de richesse. La seule question est de savoir de quel côté de la table de transaction vous serez assis quand le marteau tombera. Assurez-vous d'être du côté de ceux qui ont préparé l'avenir, pas de ceux qui subiront le passé. Les mouvements de capitaux ne mentent jamais, contrairement au discours officiel. L'exode a commencé et la fenêtre pour sécuriser votre avenir se réduit chaque jour. Nous continuerons de traquer ces signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des crises majeures. Pour avoir un temps d'avance sur l'histoire plutôt que de la subir, abonnez-vous maintenant. L'information est la seule monnaie qui ne perdra jamais sa valeur.